Podcast, créateur de podcasts en Corse. Bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Benjamin. Merci Audrey. Alors, on a déjà fait l'interview, sauf que j'ai eu un problème de son et de paramétrage et je suis désolée, faut qu'on la repasse. Donc, on se retrouve dans le même studio, mais avec une nouvelle configuration. Ouais. C'est bien. On est bien installé, on est bien filmé, tout va bien. Voilà, on teste des nouveaux micros, on teste un nouveau setup. Écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de ton entrepreneuriat, de ton expérience, tout ce que tu as vécu, aussi ton ambition peut-être, de tes missions au quotidien. Et voilà, on va apprendre à te connaître. Avec plaisir, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Alors oui, donc je m'appelle Benjamin, j'ai 33 ans, je suis ingénieur de formation, spécialisé dans l'énergétique. J'ai commencé très tôt, autour de 15-16 ans, à m'intéresser à l'énergie. J'ai travaillé à partir de mes 19-20 ans dans ce domaine-là. Je suis passionné par l'environnement depuis toujours, la nature, la montagne. J'aime beaucoup le sport aussi, le partage, la cohésion d'équipe, ce genre de choses. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Et j'ai commencé à travailler très tôt aussi parce que mes parents sont restaurateurs tous les deux. Donc le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien aussi. Ok, Ouais, d'accord. depuis longtemps. Tu as eu un peu tes modèles du coup avec tes parents et tu t'es dit peut-être que c'est fait pour moi? En tout cas, je me suis dit que à partir du moment où on avait la volonté d'arriver à un objectif, on pouvait donner les moyens pour le faire. J'ai aussi vu ce que c'était la pugnacité, c'est-à-dire se donner le courage d'atteindre ses objectifs malgré les obstacles qu'on rencontre dans notre vie, quoi. Et puis surtout dans la restauration, il y en a pas mal, quoi. J'ai beaucoup de contraintes, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps travaillé aussi. Et donc avant d'être ingénieur, j'ai fait cuisinier. Ah, bénévole, non? Et du coup, non, pas bénévole, non. Mais par contre, cuisinier, du coup, en passion, mais par contre, pas en métier, quoi. Ok. Et tu dis l'énergie, l'entrepreneuriat, on va un petit peu définir tous ces principes, tous ces contextes et surtout le sens que tu leur donnes à toi. Quoi l'énergie? Tu nous parles de l'énergie depuis tout à l'heure, de l'énergétique. Alors l'énergie, pour moi, en fait, c'est tout ce qui nous apporte du confort dans notre quotidien. Aujourd'hui, on se déplace grâce à des moteurs à combustion, des moteurs électriques. Là, aujourd'hui, on s'éclaire avec de l'éclairage. Du coup, on produit de l'électricité. Cette production d'électricité, elle est issue de ressources qu'on extrait du sol, souvent pour des énergies fossiles, par exemple, donc du gaz, du charbon, du fioul lourd ou du fioul, ou on peut avoir des énergies renouvelables. Donc, on a plusieurs types d'énergies différentes et à chaque fois, les énergies, elles nous apportent une notion de confort et une notion de service rendu à l'usager. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'en fait, souvent, on consomme de l'énergie rien qu'en appuyant sur l'interrupteur, on va allumer une lumière, mais on se rend pas compte non plus de toute la chaîne énergétique qu'on a besoin pour avoir juste une lumière au-dessus de nous pour pouvoir nous filmer là aujourd'hui, pour filmer cette interview. Ouais, c'est vrai. Mais même nous, en tant qu'humains, on produit de l'énergie. On parle aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie ou j'ai pas d'énergie. Ou complètement, notre machine, en fait, c'est un système énergétique à part entière. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'alimenter. C'est pour faire tourner la machine thermodynamique humaine. Mais en fait, cette machine thermique, c'est comme un moteur de voiture. Plus on remplit le réservoir, plus on a de capacité derrière de se dépenser. Et en plus, par rapport aux températures, par rapport aux efforts qu'on va faire, on va plus ou moins dépenser d'énergie, les calories, les fameuses calories qu'on voit derrière nos aliments. Ok. Et l'entrepreneuriat, et après on fera aussi entrepreneuriat et énergie, ce que ça a donné. L'entrepreneuriat, c'est quoi pour toi? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est avoir la possibilité de créer quelque chose qui n'existe pas forcément et d'aussi de se démarquer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans un modèle où on fait des choses qui sont assez semblables qu'en fait on peut pas faire quelque chose qui est utile pour demain. Moi, j'ai toujours voulu faire un métier qui est déjà en cohérence par rapport à mes objectifs environnementaux et à ce que je crois, à mes valeurs. Sens. Exactement, ouais, les valeurs, le sens, ce genre de choses. Et en même temps, où je me dis aussi que j'ai envie de faire le nécessaire pour le futur. Donc, on voit aujourd'hui le changement climatique qui est quand même déjà présent dans nos sociétés, qui va encore s'accélérer puisque on va le voir, les températures vont continuer d'augmenter et du coup tous les changements qui vont être engendrés par ça, du coup nous en tant qu'humains et en tant qu'animal, on va devoir s'habituer, on va devoir être résilient vis-à-vis de ça.
Et donc, je voulais aussi créer une société qui ait du sens dans l'instant présent, mais qui ait aussi du sens pour demain, en donnant et à la fois aux bâtiments et aux usagers des bâtiments les moyens de s'armer pour rendre nos modes de vie en fait cohérents par rapport au futur et surtout adaptatifs aussi par rapport à cette nature. Ok. C'était c'est une ambition de départ, Ouais. ou est-ce que c'est ta définition d'aujourd'hui, ça? Non, c'est une ambition de départ. Je dirais qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, euh, c'est beaucoup de, euh, c'est on essaye, on voit comment ça marche, et ensuite on corrige. Et en fait, c'est plein d'expériences qu'on va mettre bout à bout. Et en fait, je trouve que ça fait l'entrepreneuriat. Au début, il y a plein de choses qu'on connaît pas et on sait même pas comment s'y prendre. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre, on prend l'expérience. Et ensuite, on fait mieux au fur et à mesure qu'on avance. Mais je trouve que c'est vraiment ça aussi l'entrepreneuriat. Et puis, c'est des relations, c'est aussi de la confiance. C'est beaucoup de confiance, hein, l'entrepreneuriat, parce que nos premiers clients, ils nous font confiance. Ensuite, on sert de ça pour rebondir sur une clientèle qui est plus importante, pour prendre des marchés qui sont plus gros. Et nous, en tant que chef d'entreprise, on s'investit corps et âme dans notre projet aussi. C'est quoi un peu les qualités, si tu dois dire les qualités à quelqu'un qui souhaite entreprendre et qui te dit, OK, de quoi j'ai besoin humainement pour entreprendre, tu dirais que c'est quoi les qualités nécessaires? Tu en as un peu parlé, c'est pour ça que Ouais. je rebondis. Tu as parlé d'endurance, Je pense déjà qu'il y a de l'intelligence émotionnelle, parce qu'il faut déjà comprendre les autres, être à l'écoute aussi. Ça, c'est vraiment la première des qualités. Ouais. Ensuite, il faut quand même avoir les pieds, à la fois les pieds sur terre et à la fois avoir un peu d'imagination. Ça veut dire être capable de se projeter, et être capable des fois de fantasmer aussi sur des objectifs et ne jamais avoir peur, ne jamais se limiter. C'est parce que on voit souvent que la plus grande barrière finalement, c'est nous-mêmes. À partir du moment où nous on dépasse ces limites, en fait, on n'a plus finalement des limites. Et donc derrière, on est capable de s'implanter sur des zones où on pensait pas le faire, ou avoir des relations ou des touches avec des clients ou des prospects qu'on pensait jamais avoir. Et en fait, là, on prend confiance derrière. C'est une galvanise aussi de sentir ce genre de dynamique. Donc ça, c'est vraiment les deux principales qualités, je dirais. Confiance, ambition aussi, du coup. Ouais, vraiment ambition et aussi de l'endurance. Hein. Tu vois, on parle d'échecs ou d'expérience et ensuite qu'on apprend toujours par rapport à ça. Tu les avais, ces qualités, au départ? Et après, je pense qu'on apprend à être forgeron au fur et à mesure qu'on forge. Et c'est justement pour ça, comment tu as appris à l'être, justement? Je dirais que j'ai beaucoup appris déjà ce que c'était être entrepreneur déjà avant de l'être, à force d'échanger avec des gens qui l'ont été, aussi des mentors, parce que j'ai commencé à travailler du coup jeune. Vers les 20 ans, j'ai eu mon premier CDI. Donc, rencontrer des chefs d'équipe, des gens qui manageaient aussi, parce que c'est aussi une autre paire de manches aussi de manager des gens et de gérer son projet tout seul dans son coin, c'est une chose. Ensuite, de le partager avec d'autres gens, des équipes, c'est une autre chose aussi. Donc ça, j'ai aussi appris à le faire au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Et je dirais que après, en fait, quand j'ai commencé à entreprendre, déjà, j'ai pas hésité à parler autour de moi, donc savoir aussi s'entourer, c'est une grosse partie de l'entrepreneuriat. Et enfin, je dirais que il y a des gens qui m'ont fait confiance aussi. Il y a aussi des opportunités. Par exemple, j'avais fait la résidence d'accélération il y a 1 an. Non, il y a 2 ans maintenant. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a pas mal apporté, qui m'a donné du réseau, qui m'a donné de la visibilité. Et puis finalement, on se rend pas compte quand on est chef d'entreprise parce qu'on a notre petit projet dans notre coin. En fait, on partage plein d'expériences similaires avec les autres entrepreneurs. Et du coup, le fait de se retrouver aussi dans une résidence d'accélération, on peut parler des problèmes qu'on rencontre, on fait des ateliers d'intelligence collective, tu vois, on se retrouve aussi et là, finalement, ça marche. Et puis après, j'avais fait aussi d'autres concours qui m'ont aussi donné des contacts, par exemple, notamment avec la M3E, avec Linda qui a accepté de me faire confiance, maintenant Audrey. Donc on voit finalement que des concours avec l'Université de Corse, avec la Fondation de l'Université aussi. Ça, c'est des choses qui m'ont permis aussi d'avoir de la visibilité. Et puis aussi, il y a aussi autre chose, être conscient de ses limites. Ça, c'est aussi quelque chose que au début, j'avais pas du tout cerné cet aspect-là. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, on peut tout faire. À partir du moment où on a de la volonté, on est capable de le faire. En fait, non, il faut pas faire ça. Il faut se concentrer sur les choses qu'on maîtrise et où on est expert là-dedans. Et ensuite, ne pas hésiter à déléguer aussi les choses qu'on ne maîtrise pas. Connaître ses limites, c'est développer à fond son potentiel. Et du coup, à partir du moment où tu connais ta limite là, et que du coup, tu veux passer du temps à fond sur ce que tu maîtrises, tu peux le faire.
Et au bout d'un moment, quand tu as envie de changer un peu d'air, là, du coup, tu dépasses ces limites parce que tu te donnes du temps justement pour les dépasser. Mais c'est en Oui, plusieurs phases. Mais j'allais te dire que c'était un peu, tu vois, antinomique, le fait de se fixer des barrières. Ben non, on n'a pas de barrières et après être conscient de ces barrières. J'allais dire, Benjamin, tu nous perds un petit peu là. Non, mais bon, ouais, je l'explique un peu. Mais tu n'as pas fait que de l'entrepreneuriat, tu disais, du coup, tu as eu d'autres expériences et tu es même parti. Ouais, en fait, j'ai eu pas mal d'expériences, alors professionnelles, j'en ai eu plusieurs. J'ai été automaticien en industrie. Donc là, ça consiste à gérer des programmes de consignes, de régulation sur des sites qui faisaient, je sais pas, entre 2000 à 30 000 mètres carrés. Donc ça, je l'ai fait autour de Grenoble et de Lyon. Donc là, tu avais des sites chimiques, des sites alimentaires, tout type de sites industriels. Et donc là, c'était mon premier rapprochement avec l'efficacité énergétique. Donc là, je te parle d'un temps en 2013 ou 2014, donc où finalement le prix de l'énergie, il était pas si cher. Donc finalement, c'était pas tellement intéressant. Il n'y avait pas d'enjeu économique très important. Mais par contre, il y avait quand même des clients qui étaient volontaires pour faire des missions. Et donc, moi, je leur ai proposé de faire des missions. Donc, ça sortait un peu de mon cadre automaticien. Mais finalement, j'étais technicien qui s'y connaissait un peu et qui avait envie de pratiquer sur ces sujets. Et du coup, il m'avait proposé. Donc, moi, je travaillais en tant qu'exploitant énergétique. Donc, tu vois, tu travailles pour une société où son but, c'est de faire en sorte que toutes les machines fonctionnent normalement. Du coup, avoir une continuité d'exploitation. Donc ça, c'était ma première expérience professionnelle sérieuse, en tout cas, qui a duré. Après, j'ai travaillé dans des startups un petit peu à Paris, dans le domaine de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Et après, j'ai travaillé à l'ADEME en tant qu'ingénieur sur les parties énergie, bâtiment et mobilité en Corse. Donc là, c'était à la suite de ma prise d'études et on m'a proposé du coup de prendre un poste pour 1 an et demi. Donc c'était un CDD que j'ai accepté parce que c'était un peu une ambition pour moi de travailler à l'ADEME. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Je trouve que c'est une très belle maison et surtout montrer l'exemple aussi. Et être en capacité aussi de comprendre comment on montre l'exemple, de comprendre aussi comment on démarche les entreprises, comment on démarche les collectivités pour les amener à avoir un nouveau modèle en fait. Ça c'était vachement intéressant quand on fait de la transition parce que si tu emmènes pas l'humain et que tu emmènes juste la technique, ça marchera pas. Au bout d'un moment, il y aura un blocage et du coup l'atteinte des objectifs, il sera pas à la hauteur de ce qu'on a espéré. Ouais, donc entreprise, start-up, institution. Ouais. Associatif aussi. Et voilà. Associatif, je suis parti au Togo pendant mon stage de première année d'école d'ingénieur et on a électrifié, alors avec d'autres gens, on a électrifié des écoles, on a fait des plans d'électrification rurale dans des zones qui étaient vraiment très isolées du réseau électrique, pas du tout de réseau électrique. Puis là, tu amènes des lumières dans des endroits tellement isolés qu'il y a 60 enfants qui viennent pour travailler le soir sous les lampes que toi t'as installées la journée. Enfin, c'est vraiment fantastique et ça m'a modifié ma manière de penser, de voir les choses et aussi à être heureux de tout ce que j'ai dans mon quotidien, quoi. Ah ouais. Vraiment reconnaissant. Ouais. Il y a eu un avant-après. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu passes 3 mois avec des gens qui font 6 kilomètres aller pour aller chercher un seau d'eau. Et tu as une notion après de ce que c'est le privilège et la chance surtout d'avoir tout ça à notre disposition presque gratuitement, sans effort en tout cas. Donc ouais, ça c'est des expériences qui m'ont forgé et surtout qui m'ont dit aussi qui m'ont montré la chance qu'on avait nous d'être de ce côté-là et finalement les ressources quelles qu'elles soient énergétiques, de l'eau. En fait, je me suis dit que plus on avançait dans un modèle de consommation, plus on creusait l'écart aussi social. Je me suis aussi dit que finalement il y avait une mission à la fois donc, énergétique, business, mais aussi à la fois une mission sociale dans ce que je faisais, puisque de réduire notre dépendance aux énergies et encore plus aux énergies fossiles, ça veut dire aussi qu'on laisse des ressources aux pays auxquels aujourd'hui on les extrait. Que c'était aussi une notion qui me paraissait importante. Voilà. Là, on fait un peu de politique, mais ça fait aussi partie de ces choses-là, quoi. Donc, je te dis, OK, il n'y a pas ce que je cherche, donc en fait, je vais le faire moi. Mais c'est hyper engagé, et dans le sens linguistique du terme politique, on fait des actes politiques à longueur de journée, prendre la parole, dire ce qu'on pense, être dans une société, c'est politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et encore plus quand tu as un rôle aussi de chef d'entreprise, parce que du coup, tu as un rôle de représentation. Ouais. Et donc là, du coup, tu dois choisir tes mots. Tu dois aussi
savoir qui t'adresser, comment t'adresser. Et il y a aussi des fois où, malgré le fait qu'on ait une position assise en tant que chef d'entreprise, il y a aussi des fois où tu dois faire des concessions parce que finalement, le politiquement correct, il doit aussi être accepté et on n'est pas tous prêts au changement en même temps non plus. Donc, il faut aussi être en capacité d'observer et de comprendre aussi les gens qui sont en face de toi et les contraintes qu'eux, ils ont aussi. Oui. Moi, dans mon monde d'ingénieur, c'est facile, on réduit les consommations, on va faire ça, on donne des plans d'action. Mais derrière, pour que ça se mette en phase, il faut aussi comprendre l'humain Embarquer derrière. les gens. Bien sûr. Parce que, comme tu disais, c'est pas quelque chose que tu peux faire seul. Si en fait les personnes, les équipes, si en fait les institutions ou les parties prenantes d'un système ne vont pas avec toi, ton plan d'action, il va pas être suivi. Il est trop limitant, ouais, c'est ça. En fait, souvent, maintenant, quand je fais des plans d'action, avant, ma manière de travailler, c'était vraiment, je restais sur la technique pure. Et plus j'avance, plus j'intègre l'humain au cœur de la problématique énergétique. Et en fait, ça change Et tout. tu les impliques même quand tu fais le process, par Ça exemple? s'implique même en amont du process. Ah. Et en fait, ça change tout parce Oui. que l'acceptabilité et la dynamique du changement, en fait, ils sont son moteur. Et là, du coup, un truc où moi j'amène une idée et où derrière je développe, en fait, maintenant je suis plus qu'animateur de cette idée-là et de ces équipes-là qui sont finalement moteurs du changement. Et quand tu arrives dans une entreprise ou une collectivité et que les usagers des bâtiments sont moteurs, et que ce soit des enfants, que ce soit des maîtresses, que ce soit des gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, dans des bureaux, et quand eux sont acteurs de ce changement-là et disent ouais, on a vu ça, on a eu telle idée, bah, c'est super parce qu'en fait, toi tu les sensibilises d'une part après, mais d'abord après, tu recueilles déjà leurs idées et puis après eux ils commencent à faire ça dans leur vie aussi personnelle et là tu lances une dynamique, tu lances vraiment une impulsion et le changement il concerne pas juste pas juste le bureau quoi. Il concerne la maison, les enfants, la famille, enfin tout le reste quoi. En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment des services qui étaient très bureau d'études. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des formations parce que finalement, je me rendais compte que les gens étaient curieux, mais n'avaient pas forcément les connaissances. Et en fait, ils veulent agir, mais ils savent pas comment le faire. Donc, en fait, il faut leur donner des outils. Et du coup, pour leur donner des outils, il faut se mettre aussi à leur place, rentrer avec eux dans leur quotidien, et ensuite les former sur leur pratique. Ça, c'est quelque chose où quand tu commences à développer ce genre de choses, tu fais vraiment du sur-mesure quasiment. Tu fais pas quelque chose que tu vas scaler fois 10 000. Par contre, tu vas faire quelque chose qui va vraiment être qualitatif pour eux. Et être qualitatif plutôt que quantitatif, je pense que c'est un bon créneau. Ouais, c'est quand tu fais du service, généralement, enfin, du service B2B en plus. On a parlé de beaucoup de concepts, mais au final, on n'est pas rentré dans le détail de ton entreprise. Donc, tu fais toutes ces expériences professionnelles, tu es en entreprise, tu es en start-up, tu es en institution, tu es dans l'associatif, tu fais des missions humanitaires. Enfin, comment ça s'est passé quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors, en fait, moi, je sortais du coup de mon expérience en institution. J'avais des très belles offres professionnelles et il y avait pas de volonté de la part des gens qui m'ont fait des offres de s'intégrer dans une vraie démarche environnementale et écologique. Euh, et en fait, pour moi, ça fait partie intrinsèque de mon caractère. Et donc, je peux pas faire semblant d'être qui je suis pour gagner un salaire même s'il est très bon. Donc, j'avais envie de défendre mes valeurs et de défendre mes idées. Et là, du coup, il y a eu plusieurs choses qui sont passées, c'est-à-dire que j'ai pris un petit peu de temps, j'ai voyagé un petit peu avant de lancer la société, et je suis revenu plein d'énergie, prêt à en découdre, prêt à remuer ciel et terre, du coup, pour atteindre un projet, tu vois. En découdre. Clairement, en J'ai découdre. l'impression que tu pars à la guerre, lâche les chiens. Après, du coup, tu te lâches et tu t'arrêtes plus, quoi. Non, mais du coup, je pense qu'il y avait vraiment un moment où je m'étais dit, ok, là, l'opportunité, elle était là, tu vois, j'approchais les 30 ans, pas d'enfant encore, pas de crédit, pas de maison, donc je me suis dit, ok, il y a une belle opportunité là, j'ai pas de contraintes économiques sur moi, j'ai de la liberté en termes de pensée, en termes de vie, même, tu vois, pour la localisation. Et du coup, je m'étais dit, ok, ça fait plusieurs années que je suis en Corse. Je connais l'écosystème corse. Je trouve que l'insularité, elle a des particularités, notamment énergétiques, qui sont très intéressantes. Et du coup, je me suis dit, bon, rester sur ce territoire que tu connais, que tu apprécies. Et du coup, tu t'engages aussi là-dessus et tu mets aussi ta petite pierre à l'édifice. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, je lance l'énergéticien. Ok, c'était en quelle année?
En 2023, la création de la structure, et à partir de 2024, commencer à travailler sérieusement. On va commencer par le pitch de ton entreprise et après on va revenir sur un peu les étapes clés de ton entreprise. Pas mal de choses à... Est-ce que tu veux bien nous pitcher Bien sûr. l'énergéticien? L'énergéticien, l'énergéticien, c'est une société de services qui est spécialisée du coup dans l'accompagnement à la réduction des consommations d'énergie. Donc, on propose des services d'audit énergétique. On fait de l'instrumentation donc pour cartographier les consommations électriques du bâtiment et ensuite aller sur des préconisations qui vont de la sobriété. Donc, on va réduire les consommations à leur usage qui est réel. On va aller sur les équipements, sur l'isolation donc thermique. Donc, ça, c'est plutôt global. Et après, jusqu'aux énergies renouvelables, donc à la production d'énergie renouvelable pour faire en sorte que le bâtiment puisse autoproduire son énergie. Donc ça, c'est génial. Wow. Et on propose aussi des services de conseil et de formation auprès d'entités publiques, privées. Et on a des petits jeux aussi, des ateliers, des choses comme ça à mettre en place en fonction des publics qu'on aborde. Et ça a été quoi les étapes un petit peu? Tu dis que tu as commencé à commercialiser entre guillemets en 2024. Qu'est-ce que tu as fait du coup la première année? Alors en fait, la première année, il y avait beaucoup de R&D. L'instrumentation demandait des développements de logiciels pour faire du suivi. En fait, quand tu es dans l'énergie, tu as beaucoup de données qui sont mélangées. Déjà, il faut faire des passerelles avec les fournisseurs, à obtenir les accès pour récupérer les données des clients. Ensuite, toi, quand tu vas chez les clients et que tu leur installes du matériel, il faut extraire ces données, il faut les analyser et il faut les rendre nécessaires et utiles, valorisables en fait. Donc, c'était vraiment ça la partie importante de R&D, c'était ça. Et ensuite, créer la société, hein, tout simplement. Quand t'es pas entrepreneur de nature, choisir un expert comptable, choisir quelle forme juridique tu vas prendre, quel est le capital, est-ce qu'on s'associe, est-ce qu'on s'associe pas, quelles sont les contraintes, est-ce qu'on part pas avec des associés. Donc tu vois, tu mets tout ça en place, c'est des choses quand même qui te prennent du temps et de l'énergie et en fait où tu fais tout le temps apprendre, t'es tout le temps en apprentissage. C'est quelque chose qui te stimule énormément. En tout cas, moi qui m'a stimulé beaucoup intellectuellement et physiquement aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a énormément d'étapes à la création d'entreprise et qu'on n'est pas hyper sensibilisé ni même aidé, tu vois. J'en parlais avec Adèle, du coup, qui est déjà passée dans Capsule, qui là, en plus, est en train de faire évoluer son projet en société, en plus associé avec son conjoint, enfin bref, voilà. Et ils sont dans des questions, l'assurance, la prévoyance, la mutuelle, le statut, pacte d'associés, pas pacte d'associés, des choses et ils ont pas d'aide. Nous, avec notre expérience, on est là en train de leur dire, OK, en fait, on a déjà vécu ça, faites comme si, on a fait attention à ça. Et puis posez-vous ces questions-là et après vous décidez aussi. Et en fait, ils sont paumés à la base. Et après, c'est aussi petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Et par exemple, tu t'adresses à un expert comptable, il a son prisme. Tu t'adresses à un assureur, il a son prisme. Tu t'adresses à des entrepreneurs, ils ont le leur aussi, selon leur expérience. Enfin, vraiment, chacun a sa vision et a son approche aussi vis-à-vis de ces questions. C'est pas évident. Je sais que pour ma première société de community management, c'est vrai que j'ai une facilité à m'exprimer. Je pense que des fois, les gens pensent que je sais. Genre, je m'exprime, je pose très bien. Et c'est vrai que ma première société de comptable ne m'a rien expliqué parce que oui, mais vous savez. Et en fait, j'ai fait plein de conneries, quoi. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est que quand tu fais le truc en mode tu y vas et tu te poses pas de questions, c'est qu'après tu fais du rétropédalage. Donc déjà, ça te prend du temps, ça te prend de l'argent. Et en plus de ça, c'est quoi un peu les leçons de ton entrepreneuriat Alors, je dirais que tant que c'est pas signé, ça va être. Et même quand c'est signé. Et même quand c'est signé, des fois, ça se passe pas comme prévu. Ensuite, il y a jamais de problème à parler. Souvent, on s'empêche de communiquer, on s'empêche de reposer des questions, on s'empêche de faire des choses. Surtout quand on est junior. Quand tu es junior dans une entreprise, quand tu crées ton entreprise et que du coup, c'est ta première entreprise, il y a des choses sur lesquelles tu vois les autres entrepreneurs qui posent pas 15 de questions. Et du coup, toi, tu te dis, je m'empêche. En fait, non, il faut pas s'empêcher. Posons nos questions et il y a pas de mal à ça. Ensuite, je dirais que faut pas avoir peur
d'essayer et de se tromper. Mmh. Et que ça, on finit toujours par en apprendre des choses. Ouais, mais dur, mais on apprend sur soi, on apprend sur la vie, on apprend sur plein de choses. C'est génial. En vrai, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi un moyen d'expérimenter la vie de manière accélérée. Mmh. Tu vois, le travail, j'ai toujours trouvé ça. Alors moi, mes parents sont vraiment en mode euh, boulot, boulot, boulot. Tu vois, ils ont 60 ans bientôt et du coup, ils ont jamais arrêté alors qu'ils ont commencé à l'âge de 16 ans. Euh, Peu de vacances, peu de machin. Donc vraiment, issu d'une famille très bosseuse. Et en fait, je me suis dit, bah moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Ok, j'ai envie de travailler dans un métier où j'ai du sens. Et comme ça, bah, t'as pas l'impression vraiment de travailler ou en tout cas de Ouais. fournir un effort pour faire ça parce que c'est quelque chose auquel tu crois profondément. Mais tu sais, ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment une chance pour les personnes qui le savent. Parce que il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, en plus, en ce moment, c'est assez redondant de plusieurs personnes. Oui, mais c'est chiant de travailler. En fait, tu sais, entre travailler et être en vacances, je préfère être en vacances. Et genre, je suis là. Et what, je me suis jamais posé ces questions-là. Moi. En fait, ça a toujours été, tu veux faire de la com, tu veux faire ça. Quand j'ai eu des petites périodes de doute, ça a jamais traîné parce que j'ai toujours su, ouais, et puis adapter en fonction du mal-être que j'ai pu ressentir à certains moments, tu vois. Mais en fait, moi, tu le sais que je me lève tous les matins à 5 heures. Je travaille, je pense 12 heures par jour, 5 jours par semaine et encore le week-end, j'arrête pas non plus. Mais je suis heureuse de faire ce que je fais. Je vais pas dire que j'ai pas de vie sociale, c'est pas vrai. Tu vois, c'est la folle. Mais, moi, je sors pas. Mais en tout cas, quand je dois travailler, c'est vraiment un plaisir. Et quand je dois faire autre chose, c'est vrai que je le fais aussi, mais que j'aime beaucoup aussi revenir au travail parce que vraiment, ça m'anime. Ouais. Je sais pas, tu vois, si je dois donner des conseils, des choses comme ça, ou même les questions à se poser, c'est vrai que j'ai un peu du mal parce que c'est inné. J'ai l'impression chez moi. C'est beau. C'est- C'est beau. Non, mais aide-moi. Non, mais je suis Comment on d'accord. peut faire Non, entre, mais je suis tu vois, d'accord. pour arriver à trouver ce truc qu'on a un peu tous les deux tu travailles, Après, je pense c'est un plaisir. il faut trouver aussi un domaine dans lequel ça nous épate. Nous. Se lever le matin en faisant une console, moi, par exemple, tu vois, je fais beaucoup de sport aussi. Et souvent, je coupe ma journée avec du sport. Par Mm. exemple, moi, je commence pas tôt comme toi. Je suis plutôt à la tard, par contre, je suis un peu très tard. Ah ouais, Et donc, moi, j'ai une période d'activité folle le soir, la nuit, ok. de travail. Et du coup, déjà, bah, tu te connais, quoi. Plus tu avances dans la vie, plus tu te connais. Du coup, plus tu sais aussi comment tu fonctionnes, les rythmes qui sont les tiens, tout ça. Et ensuite, je dirais derrière, tu te reconnais aussi dans ton travail et dans tes rendus, ce que tu fais, ce que tu vas rendre à ton client, le service que tu apportes. En fait, ça fait aussi partie de toi, d'apprendre de toi ce que tu fais comme métier. Ça fait partie de toi. C'est une extension de toi aussi. Donc, à partir du moment où toi, tu le fais sans avoir le poids de travailler, d'avoir cette légèreté aussi de se dire, bah, ok, en fait, aujourd'hui, ça va me plaire ce que je vais faire. Bah, du coup, il y a pas de contrainte non plus à se lever, à aller travailler ou à reprendre le travail après le sport. Et aussi, ne pas hésiter des fois tu vois, moi, je vois des gens qui sont entrepreneurs, qui s'enferment dans leur travail et qui n'en sortent jamais. C'est-à-dire qu'ils finissent par s'épuiser par ça. En fait, je pense que tu peux vite t'épuiser par ça parce que c'est très prenant, mentalement, physiquement. Enfin, mentalement, c'est incroyable, hein. Quand tu ouvres une structure et que tu te dis, voilà, la charge mentale, de la to-do, de la to-do, de la to-do, de la to-do, tu te rends pas compte, mais les premiers mois, moi, j'ai jamais si mal dormi qu'en étant entrepreneur au début, hein, genre, Ah ouais. vraiment, tu dis, purée, j'ai tout ça à faire dans la tête et qui va le faire à part moi, quoi. Genre, du coup, tu sais que ça te responsabilise aussi. Mais je pense que faut pas hésiter aussi à faire d'autres activités qui te sortent aussi de ça et pour derrière revenir aussi. Oui. C'est-à-dire que Ça, c'est un bon conseil, ça. ça, c'est vraiment important aussi. Parce que quand tu sors de ton quotidien, du coup, de ta bulle ou dans laquelle tu t'enfermes, déjà, tu prends du recul sur ce que tu faisais jusqu'à maintenant Oui. et ça te permet de te rafraîchir aussi. Tu vois un peu Et tu d'autres choses. reviens, tu as encore plus d'attaques que si tu persistes. Et c'est vrai que ça, c'est... Alors, moi, j'apprends toujours. Ça fait plus de 7 ans que j'entreprends et que je bosse comme une malade. J'ai toujours l'impression, au bout de 7 ans, que les moments où je ne bosse pas, c'est des moments perdus. Alors qu'en fait, pas du tout. Non.
C'est pour ça que je te dis que j'apprends encore Ouais. et que je me force le week-end à ne pas travailler. Mais c'est dur, genre vendredi de la semaine dernière, j'étais là et je réfléchissais devant la télé et j'ai fini par sortir mon ordinateur parce que Et tu t'ennuyais pour toi, genre, je m'ennuyais ça pas. procrastinait, J'étais là, t'étais pas. bon, mais j'ai des trucs à faire en fait. Et j'ai un boulot là. Alors j'y voyais rien en plus, j'étais comme ça devant l'ordinateur, je vois rien. À partir d'une certaine heure, moi, c'est pour ça que j'arrête de travailler très tôt. J'ai une mauvaise vue. Et le soir, je vois encore plus flou que le reste de la journée. C'est ouf. Mais alors, j'étais comme ça, je voyais rien et je faisais mes petites stats et tout. Non, mais n'importe quoi. Et j'ai du mal à me dire, le week-end, je suis posée et des fois, je suis comme ça, en train de me dire, là, je pourrais bosser. Ouais. Là, j'ai 3 heures devant moi, je pourrais Mais bosser. je le connais, là, je pourrais bosser, j'emmène mon ordi, je pars en vacances, j'emmène mon ordi. Exact. Alors en fait, je le promène l'ordi. Alors, il y a une partie de moi où je prends des livres, tu sais, c'est pas le même truc. Hein. Je prends des livres hyper techniques, un truc, ils font 500 pages, ils sont comme ça, c'est imbouffable. Tu te dis, tu sais que tu vas pas le lire, et tu dis, je le prends au cas où. Alors, moi, je prends pas parce que sinon, je sais que je fais. Moi, je le prends et je le regarde, je me dis, toi, tu vas attendre que je revienne au travail pour être de nouveau attaqué. Mais en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Genre, il y a des moments aussi où il faut savoir se mettre une pause et profiter aussi de l'instant présent et tout ça, parce qu'en fait, notre vie d'entrepreneur, elle nous prend dans notre quotidien, elle nous prend nous, elle nous prend notre famille, elle nous prend nos amis, nos chéris. Bref, elle prend tout le monde dans l'histoire. Le dénominateur commun de tout ça, c'est nous. Donc nous, à partir du moment où on veut mettre une pause entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, ben, on doit la scinder et on doit le faire de manière saine. Et aussi, je pense à un truc, tu vois, quand des fois tu sais pas faire des choses, demander à des gens qui ont déjà créé des entreprises, qui ont déjà aussi de l'expérience et de l'antériorité un peu, euh, ça c'est quelque chose d'hyper formateur aussi. Des gens qui sont déjà posé les bonnes questions que toi il y a 10 ans. Et du coup, tu leur demandes comment c'est passé pour eux, comment ils ont réussi à franchir cette étape-là, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme problème. Et en fait, ça te fait gagner des années. Ouais. Parce que du coup, t'évites plein de bêtises encore que tu aurais fait. Tu vois, l'exemple que tu as dit tout à l'heure avec Adèle sur la création de sa structure. En fait, enfin, moi, je rencontre le même souci sur les mêmes problématiques sur du recrutement, les mêmes problématiques sur de la trésor, sur des trucs que tu dois gérer. Et qu'en fait, tu sais pas le Sur faire les associés. forcément initialement. Sur les associés, il y a plein de choses. Et du coup, c'est des choses de la vie aussi qui te font prendre de l'expérience et gagner du temps. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a créé Capsule aussi pour ça. Pour partager les expériences et dire ok, ça en enrichit d'autres. Et les livres aussi d'entrepreneurs, ça fait quelques années que je lis des espèces de biographies mais entrepreneurs. Je pense à Anthony Bourbon, Denis Massol, tous ceux qui sont un peu qui va être mon associé, mais même d'autres ou des politiciens, Michelle Obama, des choses comme ça. Et ça t'apporte de leur expérience et ça te fait grandir de ouf alors qu'en fait t'as même pas discuté avec eux mais juste leur philosophie, leur façon de voir la vie, de voir aussi certains problèmes comme toi tu les as jamais vus. Je trouve que ça t'apprend beaucoup et après t'arrives à switch beaucoup plus facilement que si t'attends toi de vivre. Après t'en as besoin aussi de vivre des trucs, de prendre des murs pour apprendre. Des fois t'en as besoin. Mais une fois que t'as compris que tu peux éviter de te prendre des murs et quand même avancer. C'est cool. Ouais. Ça fait partie de l'apprentissage, je trouve. Oui. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que, en fait, t'apprends au travers des expériences passées des autres. T'apprends pas de la même manière que quand t'apprends toi, que quand tu vis toi l'expérience. Oui. Mais ça t'évite des petites embuscades des fois. Et ça te permet aussi de gagner en souplesse plutôt mentale. C'est-à-dire que quand tu rencontres une problématique, bah toi, tu avais une ou deux solutions pour résoudre ça. Et en fait, de voir que d'autres gens avaient d'autres solutions, en fait, ça te donne de la souplesse sur la résolution de problèmes. Et du coup, si ça marche pas, la méthode 1 et la méthode 2 avec l'interlocuteur avec lequel t'es, en fait, ça te donne des nouvelles solutions pour tester d'autres choses avec la personne avec laquelle tu rencontres le problème. Ça, c'est agréable aussi. Tu as une philosophie qui t'a marqué et qui t'a apporté une autre vision de l'entrepreneuriat ou de la gestion d'entreprise, de la gestion de projet? Alors pour moi, initialement, une entreprise, comme je la voyais
à l'état, en l'état quand j'ai créé. Pour moi, c'était vraiment le partage aussi. Il y a une notion de, moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Mmh. Je suis très collaboratif et du coup, je trouve qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Euh, donc, j'ai tenté de m'associer. Mmh. Euh, ça s'est euh, ça s'est plus ou moins bien passé euh, les associations et ça m'a beaucoup appris aussi. Ça m'a appris aussi sur les limites, les choses à dépasser, les choses aussi, tu vois, à faire confiance, Ouais. à, à donner la chance à quelqu'un, à lui expliciter un peu le projet, à l'intégrer aussi dans ce projet-là. Donc, ça veut dire que tu prends aussi une partie de sa personnalité pour l'intégrer à ta structure. T'as une approche qui est vraiment différente de celle du chef d'entreprise parce que du coup, t'as pas ce rapport d'employé-employeur. Et pourtant, même si t'es ingénieur, il est ingénieur en face de toi, il y a quand même un rapport de force qui peut s'installer. Et moi, je craignais ça. C'était quelque chose dans lequel j'étais à l'aise de créer des rapports de force et surtout d'avoir un esprit hiérarchique aussi. En fait, l'esprit hiérarchique, il est quand même nécessaire pour le maintien de la dynamique de l'entreprise aussi, en Ouais. fait. C'est vrai que moi, ça, j'ai pas réussi non plus, hein. C'est compliqué, ça. Hein. Puis Dans quand ça fait pas la partie hiérarchie, de toi, genre de ce ouais. que tu es initialement. Et tu vois, bah, par exemple, je sais que j'ai toujours prôné des hiérarchies assez horizontales où on pouvait Ouais. vraiment partager des choses, où on pouvait, bah, au contraire, collaborer, qu'il y a jamais rien de fixé dans le marbre et que les choses, elles sont assez malléables et assez souples. Bah, en fait, des fois, il faut quand même un peu de verticalité. Et c'est ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que euh, pour certaines personnes, la verticalité est nécessaire pour leur donner un cadre de travail. Et Oui. pour d'autres, elle va être trop contraignante. Et c'est trouver cette recette-là, des fois, qui est difficile. Euh, Méga dur. et en même temps que tu crées cette recette, t'as toute l'activité à gérer. T'as Ouais. aussi tout le commercial à gérer, puisque t'es le fond de la fondation, mais t'es aussi le meilleur commercial de ta boîte. Donc, bah, t'as aussi plein d'enjeux à gérer aussi différents. Donc, ouais, c'est plein de contraintes. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que, tu vois, par exemple, les capsules comme tu fais. Moi, par exemple, la première fois que j'ai écouté tes capsules, je trouvais ça vachement inspirant parce que du coup, j'avais pas trop d'expérience. J'écoutais ça et je me disais, tiens, c'est marrant d'entendre un autre entrepreneur parler de ses contraintes, parler de ses problématiques. Et en fait, tu te rends compte que bah, là, ça fait écho aussi avec ce que tu as vécu ou ce que tu vis. Il y a toujours des moments où on a un peu des similitudes dans nos parcours et du coup, on peut se retrouver. Il y a une personne qui m'a posé comme question cette semaine et je voudrais te poser la même question que cette personne m'a posée. Non, 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 même pas. Non, mais elle m'a dit que c'était dur en tant que chef d'entreprise d'être tout seul, que cette personne n'avait pas l'habitude d'être seule dans une entreprise et que là, il testait le soloprenariat. Ouais. Et il m'a dit, toi, comment tu fais depuis tant d'années pour être seul dans ta boîte? Donc, je te pose la question, comment tu fais pour être seul dans ta boîte? Alors, je dirais que alors la motivation, elle est plus facile à gérer quand tu es seul que quand tu as des équipes. Par contre, quand tu as des équipes, tu as le retour aussi de motivation. Et du coup, eux te donnent de la force également. Mais ils donnent de la force, mais ça te rajoute des contraintes. Ça te rajoute des contraintes, ça te rajoute de la pression. Je dirais pour tenir, bah, t'es jamais vraiment seul parce qu'en fait, pour moi, mes clients, ils font aussi partie de mes équipes puisque du coup, eux comptent sur moi et moi, je compte sur eux. Et du coup, ça fait une complémentarité. Tu as le fait d'avoir des clients avec qui tu tisses des liens et de la confiance. Ensuite, tu as aussi bah, tout ton écosystème personnel sur lequel tu peux compter. C'est quand même vraiment important. Et après, on a nous, notre écosystème professionnel aussi, où on sait que bah, on a chacun nos activités, mais on a une question, on a une galère, bah, on est aussi capable de se donner la main et de se dire, vas-y, ça va aller, ou bah, dans les moments durs, bah, on va se parler. Et des fois, on se parle plus entre nous parce qu'en fait, on sait qu'on va avoir les mêmes problématiques, on sait qu'on va avoir un autre regard par rapport à une personne ou perso qui va peut-être elle juger différemment la situation. C'est ça aussi. Et le fait, par exemple, moi, je vois, du coup, je fais M3E avec toi, c'était Grossette, et du coup, je vois le fait d'être là-bas, à la pépinière, ça met aussi une dynamique de travail aussi. C'est-à-dire que tu vois que les gens ils sont là très tôt, tu vois que les gens ils sortent très tard, tu vois que les gens Je fais partie de ces deux personnes. ils viennent le samedi aussi. Je fais partie de ces personnes. Donc pas le matin très tôt. Et le samedi et le soir très tard. Mais du coup, ça aussi, ça te donne de la force, tu vois. Tu te dis que t'es pas seul. Et en fait, même si t'es seul dans ton projet
de soloprenariat, finalement, le truc, c'est qu'on se bat tous à notre manière et avec nos armes pour nos objectifs. Maintenant, que ce soit tes valeurs, que ce soit que du business, que ce soit du social, en fait, quoi que ce soit, on est chacun dans une dynamique de mouvance. Et ça, d'avoir d'autres gens qui sont dans une dynamique identique à la tienne, bah, en fait, le courant, il va dans le même sens. Donc après, si toi, tu rajoutes ta dynamique, t'as plus qu'à te laisser prendre par le courant et finalement, tu vas être déjà dans cette dynamique de travail. Et ça, c'est des choses quand même qui t'apprennent vachement. Non, c'est vrai. Justement, parle-nous un peu de ton environnement. Tu as parlé de la M3E, là, qui Ouais. fait partie de ton cercle professionnel. Est-ce que jusqu'où va ton cercle professionnel? Voilà, comment tu es entouré et comment ça t'aide de toi en tant que chef d'entreprise? Alors, comment je suis entouré? Alors, du coup, les concours m'ont mis déjà pas mal de contacts et de filons. Tu vois, quand j'ai eu la M3E qui m'a pris en pépinière pendant 1 an en tant que concours. J'ai eu aussi Corse Matin qui m'a fait aussi une campagne de communication avec des vidéos, avec des articles, avec des publicités. Tu vois, donc quelque chose aussi qui te donne de la visibilité. Là où moi, je suis pas très fort en communication, tu vois, c'est pas ma spécialité. Ensuite, bah derrière d'être en relation aussi avec d'autres entrepreneurs, tu vois, avoir eu des coachs pendant la résidence d'accélération, avoir tout ça, c'est des écosystèmes qui font que bah, je pense que tu prends de l'expérience aussi grâce à eux. Ensuite, je fais pas forcément partie de conseillers ou ce genre de choses. Genre, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de genre de choses. Par contre, j'aime et je trouve ça bien aussi créer une espèce de communauté autour de toi. C'est-à-dire que bah, mes clients, après, ils font aussi partie un peu de la communauté d'énergéticiens. Et genre, bah, moi, je prends des nouvelles. Je sais que un bâtiment sur lequel j'ai travaillé, bah, l'année d'après, je vais leur demander comment ils se sont passés, quelles sont leurs consommations, tu vois, pour regarder aussi un peu l'avant-après et pour pouvoir moi aussi, bah, estimer mon travail, estimer les efforts et derrière faire des retours d'expérience aussi aux clients s'il y a besoin d'en refaire à nouveau pour lui. Du coup, ça, je trouve ça vraiment bien. C'est quelque chose que j'aimerais bien plus développer d'ailleurs. Et ensuite, ben, après, on est en Corse, on a quand même un écosystème un peu particulier où on a la chance d'être à taille humaine et du coup de pouvoir connaître aussi les interlocuteurs. Du coup, je connais d'autres bureaux d'études qui sont des concurrents, confrères, consoeurs, quoi. Et après, les institutions. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'ADEME, on parlait de l'AIE aussi, l'Agence de l'urbanisme et l'énergie, qui sont aussi bah, clairement dans mon écosystème en permanence. Après, la collectivité, hein. La collectivité, ils font aussi partie de mon écosystème direct ou indirect, mais ils le font partie, notamment par exemple la DEC. Et après, je dirais que au niveau perso, euh, bah, avoir des gens sur qui on peut compter aussi. Alors moi, je suis quelqu'un de je suis pas calme comme personne, faut le dire. Je suis plutôt assez dynamique, mais par contre, j'aime. Faut le voir au bureau. Il a 400 écrans. Et avec sa chaise, il bouge comme ça, mais ouais. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin que ça bouge aussi. Mais par contre, j'ai besoin aussi d'avoir une certaine stabilité dans ma vie personnelle pour justement avoir bah, autant d'énergie après dans le reste de ta vie. C'est lié, l'énergéticien. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je me dis, prochaine société, elle s'appellera aussi énergéticien, mais je ferai peut-être des massages. Alors, à ce moment-là. Mais non. Non, non, non. Oh, basta. Ok, donc tu te sens bien entouré, ça participe aussi à Ah bah, à la réussite de la société, ouais. Bien entouré et puis justement avoir aussi des soupapes. Bah, du coup, tout à l'heure, je te parlais du sport, mais c'est des choses qui sont très importantes à plusieurs heures par semaine. Il y a eu des moments où tu as pu te sentir un peu seul ou un peu mal compris. Il y a des moments où t'as l'impression de t'exprimer et qu'on ne te comprenne pas. Il y a des moments aussi où tu te fais confiance, où du coup tu commences à travailler aussi gratuitement pour des gens parce que du coup tu te dis ça va tomber derrière et au final ça n'arrive pas. Donc là t'as des déceptions, t'as des pertes de confiance en toi parce que du coup tu t'es dit bah moi je pensais avoir bien cerné la question, d'avoir répondu à un besoin, et pourtant la finalité est que c'est pas forcément moi qui est le contraire. Donc tu vois, t'as des déceptions, t'as des désillusions, mais en fait c'est la vie. Genre, et après aussi, il faut être capable de se dire
ok, c'est pas contre moi là que c'est juste C'est vrai. d'être aussi capable de Ça détacher aussi, de ça. ça, c'est Bien sûr. une belle leçon. Bien sûr, Tu ça vois. ça j'ai mis 1 an à comprendre ça. Moi, j'ai mis. Je l'ai mis 1 an, mais avec perte et fracture, tu vois. Quand tu fais une société avec tes valeurs, avec ta morale, bah, du coup, tout ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur. Du coup, bah, tout ce que tu le reçois avec ton cœur. Et en fait, ça reste du business. T'as des choses qui se passent pas normalement, en tout cas pas comme tu l'attendais. Et du coup, bah, tu peux être déçu. Et en fait, il faut juste se dire que ça reste du commercial, hein. Et il n'y a pas de vie humaine qui sont mises en danger. Je pense que vraiment, il faut aussi être en capacité de se dire, on n'est pas des surhommes, il y a des choses qu'on réussira et des choses qu'on réussira pas. Et être en phase avec soi-même là-dessus, tu vois, c'est un peu philosophique parce que finalement, genre maintenant, tout le monde se dit, ouais, on nous pousse, genre faut être des surhommes, faut être des surfemmes, genre t'es capable de tout gérer. En fait, non, on a aussi nos fragilités, il y a aussi des moments de dureté et être aussi en phase avec soi-même pour s'avouer ces moments-là, c'est important aussi, je trouve. Ouais. Et se dire que bah il y a des choses qu'on voulait que ça se passe bien, ça s'est pas forcément bien passé, et on est aussi en capacité derrière de comprendre et de faire du retour d'expérience là-dessus. Et c'est des choses que même nous en tant que solo entrepreneur, faire du retour d'expérience, je trouve que c'est hyper enrichissant. Tu t'arrives, je sais pas, moi des fois je filme des entretiens, je filme des rendez-vous ou genre j'anticipe ou après une réunion, j'écris un peu ce qui s'est passé et j'essaye de faire des comptes rendus et de comprendre aussi comment la réunion s'est passée, qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé ou moins bien passé, là où tu as moins bien géré, là où tu as super bien géré, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, toutes ces choses-là aussi, malgré le fait d'être seul, bah, ça te permet aussi de te donner de la force et d'en tirer des expériences pour demain être encore meilleur. Ok. C'est une belle fin d'épisode, je pense. Une super belle leçon, j'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier message peut-être à dire? Qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième interview? Elle était plus courte que la première, parce que la première, je crois qu'on avait fait une interview d'1 heure et demie au moins. Oui. Mais je pense... bah déjà, je suis ravi que tu m'aies proposé de faire cette capsule. J'apprécie. Ensuite, bah, je dirais que faut pas hésiter à se lancer, à essayer et à oser. Et que tous les choix que vous faites sont forcément bons. Si ce choix-là s'avère pas forcément judicieux dans 2 ans, vous avez toujours la possibilité de rebasculer sur autre chose et d'être épanoui. Merci beaucoup Merci. pour tout ton partage d'expérience, pour voilà toutes ces belles leçons aussi que tu as partagées avec nous. Et on mettra toutes tes indications dans la description, ton site internet, peut-être ton contact. Avec si plaisir, tu veux. plaisir. Contactez-moi. Voilà. Contactez Benjamin, écoutez. Vous voulez faire des réductions de consommation d'énergie, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se voit très bientôt dans un prochain capsule.